Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Tenaci. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que dans les participants, vous pouvez tous me confirmer que vous m'entendez bien sur le petit chat, s'il vous plaît? Avant que... Parfait, on nous entend, très bien. Bon, Marc-André, Amaury, est-ce que vous m'entendez aussi et est-ce qu'on vous entend? Je t'entends très bien. De même, Parfait. fort et clair. Allez, très bien. On va pouvoir y aller. Comme d'habitude, le temps de laisser un petit peu le temps aux retardataires d'arriver. Je vous propose un petit sondage. Simplement, faisons connaissance avec l'audience, savoir qui êtes-vous, quel est le métier que vous faites. Est-ce que vous êtes RSSI, consultant, plutôt compliance au sens général, DSI, étudiant. Racontez-nous qui vous êtes. Vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Marc-André et Amaury, vous me direz aussi spécialement très bientôt dans quelle case vous rangez, mais j'ai une petite idée. Donc aujourd'hui, nouveau webinaire de notre série Paroles de RSSI. L'idée étant de faire aujourd'hui une table ronde autour d'un grand sujet qui est le management de la cybersécurité. On va vous proposer des échanges autour de grandes thématiques. N'hésitez pas à poser aussi vos propres questions aux intervenants via le chat. Je les prendrai au fil du temps pour pouvoir animer les débats. Ce webinaire est animé par Tenaci. Alors Tenaci, qui on est? On est une plateforme de pilotage de la cybersécurité. On va fêter notre 6e année. Donc l'objectif de la plateforme est de pouvoir pérenniser les organisations avec un usage plus efficace des ressources cyber. L'idée étant de fournir un ensemble de fonctionnalités qui répondent aux use cases, donc des managers de la cybersécurité, les RSSI et tout un tas de participants pour améliorer leur quotidien. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, l'idée n'est pas de faire une démonstration du produit Tenaci. N'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes si vous voulez en savoir plus sur ce que l'on va pouvoir proposer. Je me suis un peu perdu dans mes doubles écrans, pardon. Ce que je vous propose, c'est donc un tour de table. Marc-André, je te laisse commencer, te présenter qui tu es, ton parcours et pourquoi aujourd'hui nous parler du management de la cybersécurité. Du coup, bonjour à tous. Donc Marc-André Baudet, moi ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de la sécurité informatique, sécurité système d'information, cybersécurité, enfin ça a différents noms en fonction des périodes. Aujourd'hui, moi j'occupe une fonction de directeur cybersécurité au sein de la Mutuelle Générale. Je reviendrai juste après sur la Mutuelle Générale. Et en fait, j'ai occupé des fonctions d'expert, on va dire, d'expert cybersécurité, d'analyste SOC, de conformité au sein de la CNIL. Et en fait, ça fait à peu près 8 ans maintenant que je travaille plus sur des postes à responsabilité type RSSI et maintenant directeur cyber. Et juste la Mutuelle Générale, donc c'est une société de l'économie sociale en France. C'est un acteur majeur de l'assurance de personnes. Aujourd'hui, on est la 3e mutuelle en France. Et en fait, on est la mutuelle historique des PTT. Donc, on a un marché qui est entre moitié collectif, moitié individuel. Et dans les marchés collectifs, parmi nos grands comptes, on a notamment Orange et La Poste qui sont nos clients historiques. Voilà, et donc au sein de la Mutuelle Générale, j'occupe une fonction de directeur cyber. Donc, le domaine banque assurance est un domaine assez régulé par ce qu'on appelle l'ACPR. On en reparlera peut-être après un peu plus tard. Mais donc, en fait, j'officie sur ce qu'on appelle la première ligne de défense. Donc, c'est la mise en œuvre et l'opérationnalisation de tous les moyens de sécurité. Et ensuite, en deuxième ligne de défense, il y a un RSSI qui est sur une fonction de gouvernance et qui, lui, en fait, est là pour poser un cadre, à la fois un cadre réglementaire et un cadre en termes de politique de sécurité. Et la Mutuelle Générale, si on doit regarder les équipes cybersécurité, ça représente combien de personnes pour compléter le contexte? Alors aujourd'hui, dans mes équipes, il y a à peu près une vingtaine de TP qui permettent d'adresser différentes fonctions. On a 3 grandes équipes. On a une première équipe qui va être en charge du build. Donc là, on va retrouver des fonctions d'architecte cybersécurité, de chef de projet, qui vont donc à la fois accompagner les projets métiers pour intégrer de la sécurité dans les projets, donc une démarche d'ISP, et aussi faire nos propres projets. En fait, ça fait 1 an que j'ai rejoint la Mutuelle Générale, on a toute une démarche d'audit, et suite à ces audits-là, en fait, on a défini une feuille de route. Et donc là, cette équipe est aussi en charge de renforcer nos moyens de sécurité.
Ensuite, il y a une deuxième équipe qui, elle, est vraiment sur le run, donc SOC et CERT. Donc là, en fait, on est sur un fonctionnement hybride avec des partenaires. On a différentes sondes qui sont déployées. Et donc, cette équipe-là est en charge de surveiller, détecter, qualifier et potentiellement traiter des incidents. Et une dernière équipe qu'on a appelée cybercontrôle, où là, en fait, on va retrouver des personnes qui sont en charge du plan de contrôle. Donc, c'est en gros le MCS. C'est comment je m'assure de manière très fine, dans le détail, qu'une mesure de sécurité mise en œuvre, elle fonctionne bien dans le temps. On a aussi des plans de contrôle en termes de conformité. J'en reviens au régulateur. La CPR, en fait, parmi les recommandations, nous impose la mise en place d'un certain nombre de contrôles. Donc, on a un contrôle à 3 niveaux au sein de la Mutuelle Générale. Et donc, les 2 premiers niveaux sont opérés par la partie cyber sur le domaine sécurité. Et on a aussi créé un poste de pentester avec l'objectif de pouvoir tester en continu notre propre sécurité. Ok, donc déjà on voit des sujets, différentes équipes, peut-être différents profils. Je crois que dans le domaine du management, comment faire collaborer toutes ces personnes avec les profils et mentalités différentes, ce sera peut-être un sujet à part entière, on aura l'occasion d'y revenir. Merci Exactement. Marc-André. Amaury, je te laisse la parole pour te présenter. Merci David. Donc Amaury Cotonnet, je suis Regional Information Security Officer chez Alliance Technologies. Donc Alliance Technologies, c'est la DSI du groupe Alliance. Alliance Technologies, c'est un groupe mondial. On est à peu près 14 000 dans le monde, répartis dans 70 pays. Et donc on assure la livraison de tous les services IT pour toutes les filiales d'Alliance. Voilà, et donc en tant que Regional Information Security Officer, aujourd'hui je couvre donc toute l'Europe du Sud et de l'Ouest, globalement de l'Irlande à la Turquie, Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine. Voilà. Et ça représente combien de personnes cette activité? Alors donc je ne fais que de la partie gouvernance. Donc sur la partie gouvernance, aujourd'hui j'ai 20 personnes. Et avec une forte expansion actuellement, on a eu un certain nombre de postes ouverts à Barcelone. Donc, voilà. Ok, eh ben, merci pour ce tour de table. Je vais le compléter. C'est vrai que je parle sans m'avoir présenté. Donc, Baptiste David, moi, je travaille chez Tenaci au sein des équipes produits marketing. Pour mon parcours, moi, je viens du conseil en cybersécurité et je suis chez Tenaci depuis 2019. Je vous propose d'avancer donc sur le sujet du jour, tout simplement le management. Posons le débat. Amaury, Marc-André, je vous ai proposé de prendre la parole sur ce sujet. Pour vous, c'est quoi le management de la cyber? En quoi ça consiste? Comment vous le définissez? Marc-André, je commence par toi, l'ordre alphabétique. En fait, le management aujourd'hui, je pense qu'il est devenu essentiel dans notre activité parce que c'est une activité qui s'est. Comme je disais tout à l'heure, ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine-là et ça fait 20 ans que ce domaine évolue. Il y a quelques années, quand j'ai pris une première fonction de RSSI, j'étais tout seul. Et en fait, on ne savait pas trop forcément ce qu'on attendait du périmètre. Il y avait une vision par défaut qui était un peu, c'est une problématique d'informaticien, donc on le met à la DSI. Et on ne sait pas trop ce qu'on en attend. Aujourd'hui, je pense que les métiers ils se sont développés, ils se sont précisés. Quand on regarde le référentiel d'emploi de l'ANSSI, en fait, on voit qu'il y a plus d'une vingtaine de métiers qui sont complémentaires dans ce domaine-là. Et je vois par exemple dans mon contexte, en fait, entre les contraintes réglementaires françaises et européennes, une volonté de notre direction générale de maîtriser le risque, en fait, ça nous oblige à avoir de plus en plus d'expertises différentes et donc mettre en place une équipe complète en fait. Donc aujourd'hui, être responsable en cybersécurité, c'est avant tout être manager et pouvoir faire bien fonctionner les différentes expertises pour répondre un peu à la diversité des demandes. Ok, donc le management, tout de suite, la notion de manager des équipes. Amaury, de ton côté, le management, comment tu le définirais? J'allais effectivement rebondir dessus. Effectivement, je suis d'accord que de plus en plus, on a besoin de ces managers et de cette gouvernance. Et pas seulement en interne, c'est-à-dire qu'on va pas seulement piloter les personnes qui sont dans notre équipe, mais on va devoir aussi piloter un peu les personnes des autres équipes, les senior managers. Je dirais qu'aujourd'hui, le rôle du RSSI, c'est de créer des momentum.
Aujourd'hui, dans les assurances, on a un momentum qui est DORA, donc c'est plutôt facile en ce moment. Mais voilà, au quotidien, notre rôle, c'est vraiment de créer ce lien entre les équipes, pour ma part, de gouvernance et les équipes sécurité opérationnelle, IT, mais aussi business, bien sûr. Créer du lien, c'est l'objectif premier que tu dirais pour, autour de cette notion de management, Amaury? Si on devait Oui, choisir je un pense que mot. oui, aujourd'hui, je pense que clairement, si on veut une gouvernance réussie de la sécurité, il faut qu'on arrive à, je vais reprendre le mot inclusif, hein, il faut qu'on devienne inclusif. Il faut qu'on arrive à rassembler autour de nous les personnes, qu'elles comprennent le sens de ce qu'on veut faire et qu'on aille tous dans la même direction. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut être capable de discuter avec tout le monde. Et donc, par ça passe par bien sûr de la communication, du temps passé avec les différentes équipes et donner du sens. Ouais. Ok, Marc-André, donc Amaury parle d'inclusivité, l'objectif du management pour toi, un mot? Ça va être le. Alors, mais c'est inclusif dans tous les sens du terme, c'est-à-dire inclusif en interne au sein de l'équipe cyber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une difficulté, c'est pourvoir les bonnes ressources au bon endroit. Et donc, en fait, moi, dans mes différentes expériences, j'ai toujours été amené à prendre le parti de prendre des gens qui ne sont pas totalement opérationnels, de les former. Et donc, déjà, c'est dans le management, il y a les accompagner, les faire grandir pour atteindre le mode de fonctionnement qu'on attend d'eux. Tout à l'heure, je parlais de la création de postes qu'on a fait il y a quelques mois sur la partie plan de contrôle. Mais on a pris une personne qui avait une très bonne culture IT, mais qui n'était pas forcément expert en sécurité. Et moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est plus la tête bien faite que l'expertise. Donc, dans le management, il y a déjà construire, faire évoluer son équipe cyber, SSI. Après, il y a inclusif vis-à-vis de la DSI, puisqu'en fait, on est quand même de plus en plus sur des problématiques qui sont numériques. Et donc, les inclure pour qu'ils comprennent le sens de ce qu'on fait, ça permet potentiellement de ne pas avoir des gens qui vont être récalcitrants, mais qu'on part tous dans le même sens. Et inclusif avec les métiers, parce qu'à un moment, on aura beau faire tout ce qu'on veut, si derrière, toute l'entreprise n'a pas un minimum de bons réflexes, comprend pas ce qu'on fait, en fait, il y aura une partie du risque qui restera non traitée, quoi. Donc, je rejoins assez Amaury sur ce terme-là et surtout dans tous ces prismes différents, en fait. Ok, merci pour cette introduction. Alors, j'avais prévu de vous demander pour vous si savoir manager c'était important et essentiel. Alors, je crois que vous me l'avez tous les dit en introduction que c'était aujourd'hui indispensable. Du coup, je vais retourner ma question. C'est quoi le risque aujourd'hui de se retrouver dans une position de management, mais de ne pas savoir faire? Alors, je parle de position de management parce que vous l'avez compris, c'est pas aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Mais c'est quoi le risque d'un mauvais management dans ces contraintes de cybersécurité? Parce qu'il y a l'un d'entre vous qui se sent plus inspiré par cette question. Ouais, je peux prendre la main. Nous, on le voit tout de suite, c'est que quand on se rate sur la communication, l'objectif n'est pas atteint. Quand on va demander des ressources, quand on va demander des moyens pour mener à bien des projets, quand on veut alerter sur des risques, il y a des manières de communiquer qui font que les personnes vont avancer avec nous ou pas. Et donc très clairement, aujourd'hui, quand je réfléchis à comment je vais faire évoluer mon équipe, donc toujours de RSSI locaux, hein, donc des gens qui font de la gouvernance, je réfléchis à quelles sont des formations en matière de communiquer avec impact, leadership, plus tellement des points techniques. Bien sûr qu'il faut toujours qu'on s'intéresse à la technique et qu'on se forme aux expertises de cyber. Mais aujourd'hui, très clairement, on peut être le meilleur en sécurité du cloud. Si on n'est pas capable d'aller l'expliquer, de dire de quoi on a besoin pour mener à bien un projet, on n'y arrivera pas. Et c'est la clé pour moi. Donc finalement, si je résume, le management aujourd'hui c'est obligatoire parce que si on ne le fait pas, le RSSI ou assimilé tout seul ne peut pas atteindre les objectifs. Je crois que dans les objectifs de vos deux environnements, il y a cette notion de réglementation. Marc-André, tu l'as évoqué. Pour toi, l'importance du management, pour vous, l'importance du management
spécifiquement sur ces sujets de réglementation? C'est une non-conformité aujourd'hui de ne pas avoir de bon management d'un point de vue cyber? Ah ben, je vais répondre à ta question sur la réglementation, mais moi, de manière plus large, un mauvais management, ça va amener à une mauvaise maîtrise des risques. Et dans tous les aspects du terme, il y a le risque technique, le risque opérationnel, il y a un risque de non-conformité, donc plus sur des aspects réglementaires. Et en fait, à aujourd'hui, il y a une telle source, une telle diversification de sources, de problématiques, une augmentation de la menace cyber, donc bon, on ne va pas revenir dessus, c'est une litanie, mais donc déjà, être au clair sur c'est quoi les réelles menaces que j'ai dans mon écosystème, être au clair sur quelles sont les réelles contraintes réglementaires que j'ai, et en fait, tout s'empile en fait. Et donc à aujourd'hui, ne pas être en capacité de bien manager son activité, ses équipes, son sujet, derrière, en fait, pour moi, ça crée des zones non maîtrisées et qui peuvent se traduire soit par un risque opérationnel qui n'est pas connu, pas piloté, et donc potentiellement une cyberattaque à un moment ou à un autre, une fuite de données massive, etc., et qui amènera à avoir un dysfonctionnement d'entreprise, soit une non-conformité réglementaire, et donc derrière, potentiellement, un contrôle des sanctions. Voilà. Et tout ça, en fait, derrière, un impact au niveau de l'entreprise, et pas juste au niveau de l'activité du RSSI, mais aujourd'hui, en fait, on est amené à travailler sur des sujets qui sont des sujets stratégiques pour l'entreprise. Donc, sujet indispensable. Bon, donc ça me rassure, on fait bien de prendre la parole sur ce sujet aujourd'hui. Et du coup, pourquoi aujourd'hui c'est un sujet qui est nouveau, le management? Alors, on est passé du expert cyber, le RSSI expert cyber, à un manager. Pourquoi c'est devenu indispensable et pourquoi, tu le disais, Marc-André, ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années, ce sujet du management pour les experts cyber? Alors, c'est devenu indispensable, je pense, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu une évolution et une complexification de notre sujet. On a parlé juste avant des réglementations, mais il y a 10 ans, 15 ans, un RSSI pouvait se permettre de n'avoir strictement aucune notion de juridique. À aujourd'hui, il y a du RGPD, il y a du DORA, il y a du LPM, il y a du NIS, il y a du NIS 2. Et en fait, il y a de la réglementation sur la thématique de SSI cyber. Et donc, sans être un expert, mais il faut au moins comprendre ce qui est attendu, comprendre les philosophies derrière de ces réglementations. Alors, souvent, ils ne réinventent pas la roue, hein. Enfin, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est de la norme qui est déjà utilisée, mais il faut comprendre quand même la philosophie et l'objectif qui est attendu derrière. Quand on prend DORA, en fait, on est sur une notion de résilience et de continuité des activités. Et en fait, c'est peut-être des choses qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui, mais qui en fait, il va falloir faire de manière un peu différente pour justement bien répondre à l'attendu du régulateur. Le RGPD, il est arrivé en 2018. En fait, depuis 1978, il y avait la loi informatique et liberté. Donc en fait, on n'est pas sur une invention, c'est juste un renforcement et surtout du fait qu'il y a un renforcement de ces régulations et surtout des sanctions associées. Ce sujet avant qui pouvait être discuté dans un coin, aujourd'hui, il est discuté au niveau de l'entreprise. La direction générale s'attend à avoir des réponses claires sur ces sujets. Donc là, derrière, il y a une vraie notion d'appropriation d'un périmètre plus large, notamment sur cet aspect juridique. Et le deuxième aspect, je pense, qui a amené une évolution, en fait, c'est l'augmentation de la menace d'une manière générale. Aujourd'hui, en fait, le nombre de boîtes qui se font défoncer par du ransomware, je pense que tout le monde est d'accord, on voit bien qu'il y a la nécessité d'apporter une réponse concrète là-dessus. Mais derrière, quand on gratte un peu plus, on voit qu'il y a plein d'autres aspects. Nous, dans notre contexte, on est sur un secteur, alors je pense qu'Amaury aura à peu près la même réponse, mais on est dans un secteur qui, globalement, a de l'argent, qui est concurrentiel. Derrière, ça intéresse la cybercriminalité et des notions de cyberespionnage. Et donc ça, il faut arriver à le factualiser pour derrière demander des moyens et apporter des réponses, en fait. Pas juste apporter des sentiments de sécurité, mais apporter vraiment des preuves que le risque, il est connu, il est à côté de telle manière, et voici notre réponse stratégique opérationnelle. Okay, donc c'est nouveau parce que changement du contexte. Ton point de vue, Amaury, alors vous êtes dans des Je pense qu'effectivement, on a la chance d'être dans un secteur qui est régulé avec des lignes de défense qui ont été définies il y a quelques années maintenant, donc qui ont quand même aidé à mettre en place cette différence, à différencier la gouvernance côté RSSI et le côté opérationnel avec les équipes sécurité opérationnelle et IT. Pour autant, c'est vrai que
je pense que c'est extrêmement important et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les organisations qui ne comprennent pas que les équipes sécurité sont... Moi, je me définis comme un subject matter expert, c'est-à-dire moi, je suis là pour conseiller les personnes de l'IT, je suis là pour conseiller le business et pour conseiller le senior management et pas pour être responsable de leurs risques et de tout ce qu'ils pourraient faire au quotidien. Et ça, quand je suis arrivé il y a 3 ans, hein, ça m'a pris bien 2 ans à bien expliquer à tous les DG des branches, au top management et aux équipes IT que non, quand ils font quelque chose de mal, il ne s'agit pas de venir me voir et de dire est-ce que tu peux approuver, mais bien qu'ils cherchent des solutions et qu'ils proposent et que nous, on peut les aider à trouver des solutions, mais qu'à la fin, c'est bien eux qui en seront responsables et qui paieront pour ces solutions. Mais voilà, on a vite fait en fait finalement de se retrouver dans une position où on est un peu le fusible, alors que vraiment, je pense que la clé, c'est voilà, d'être inclusif et d'être là pour aider, mais pas de prendre la responsabilité d'eux. Ok, donc élément important, opposition entre le management et la responsabilité. Les managers de la cyber ne sont pas là pour porter à eux seuls la fin du RSSI à dos large, qui porte le sujet à lui tout seul peut-être. Alors, il y avait une question sur Je le pense chat. le RSSI garde quand même la responsabilité on est sur un sujet qui est complexe. Et donc, c'est pas, porter le risque, c'est pas à nous de le faire. Par contre, nous, on va porter l'expertise pour illustrer et mettre en lumière le risque. C'est-à-dire que il faut un défaut de conseil sur le risque. Clairement, ça sera de la responsabilité du RSSI, de l'équipe sécurité. Tout à fait. Par contre, une fois que le risque il est clarifié, donc si on prend l'exemple de Dora, là aujourd'hui, dans notre contexte, on est dans des travaux en mode projet pour bien clarifier la compréhension précise de qu'est-ce qui est attendu par le régulateur, qu'est-ce qui doit être mis en œuvre, et ensuite il y a une gap analysis qui sera fait par rapport à ce qu'on fait déjà. Et donc il y a des choses qui aujourd'hui sont faites, ça répond très bien. Il y a des choses qui sont faites mais qu'il faut adapter. Il y a des choses qui étaient partiellement faites et donc il faut vraiment renforcer. Donc toute cette démarche-là, je pense que là, on est vraiment sur de la responsabilité opérationnelle au sens large du RSSI et des équipes. Une fois que c'est clarifié, de prendre la décision de traitement du risque, du niveau de traitement ou de l'acceptation du risque, là, je rejoins Amaury, en fait, mais c'est aussi je pense une ouverture d'esprit qui est en train de se faire petit à petit dans les entreprises. C'est que les directions, et notamment les directions générales, se rendent compte qu'en fait, ce sujet, en fait, et c'est comme les risques financiers, les risques de fraude, etc. En fait, aujourd'hui, ils sont responsables de ces aspects-là, en fait. Nous, on est juste apporteurs d'expertise, lanceurs d'alerte sur des sujets, mais derrière, c'est pas au RSSI à le porter, quoi. Ok. Bon, on reviendra sur cette notion de comment les RSSI et les équipes échangent avec les autres. Question, le RSSI, alors RSSI est assimilé, vous avez dit dans votre présentation que vous n'étiez pas RSSI pur, mais le RSSI doit-il forcément avoir des compétences techniques pour mener à bien le management en cyber? Ah, bonne question. Est-ce que quelqu'un est plus inspiré? Finalement, on dit que le management, c'est différent, mais est-ce qu'on a encore besoin de compétences techniques aujourd'hui pour manager de la cyber? Je pense que ça dépend du niveau d'expertise. Il faut être capable de discuter avec des experts techniques. Maintenant, on n'attend pas de moi ou de mes équipes d'être des experts en sécurité du cloud, etc. Au contraire, je pense, et c'était un peu le sujet d'être inclusif, c'est en tant que manager, notre rôle, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Donc, voilà, donc c'est sur un sujet de faire appel aux compétences et on en a beaucoup. Hein, je vous dis, on est 14 000 chez Alliance Technologies, donc on a 14 000 personnes qui font de l'IT. On a toutes les bonnes compétences chez nous. Maintenant, la chose, ce que j'attends de mes RSSI locaux, c'est qu'ils sachent s'entourer de ces personnes quand ils sont sur un projet. Donc, compétences, oui. Expertise, non. Pas pour le RSSI, voilà. pas pour le manager. Voilà. Il faut savoir s'entourer. Parfait. Il faut savoir s'entourer, il faut être capable de comprendre ce dont il parle. Donc, il faut aussi s'intéresser. Mais voilà. Et ça va directement me faire une belle ouverture pour le deuxième sujet, qui est le management des équipes internes. Aujourd'hui, comment on manage une équipe interne? Alors, ça appelle pas mal de sujets, l'adhésion, le fait d'avoir différents profils avec des compétences
des domaines et des niveaux de compétences différentes. Comment animer aujourd'hui une équipe cybersécurité? Aujourd'hui, quelles sont vos recommandations sur ces sujets du management interne? Marc-André, c'est pour toi, tu commences. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je pense déjà il y a un premier point, c'est qu'il y a une vraie difficulté dans le domaine. Et bon, enfin, j'apprendrai rien aux personnes qui sont connectées, parce que normalement tout le monde travaille plus ou moins dans le domaine. On a une vraie difficulté à pourvoir les besoins. Je le vois, c'est mon quotidien. Depuis que je suis arrivé, on a ouvert 6 postes. En fait, c'est pas facile de recruter dans ce domaine-là, et notamment quand on commence à vouloir structurer des équipes assez précises avec vraiment des expertises avancées. Donc déjà le premier point, et ça c'est quelque chose qui en tout cas moi m'intéresse et m'anime plutôt et est nécessaire pour avancer, c'est en fait comment on construit et on accompagne les collaborateurs qui travaillent sur le domaine de la sécurité pour partir du postulat que aujourd'hui on ne sait pas répondre pleinement, mais on va les former, on va petit à petit monter en compétences, on va jongler entre de l'interne et de l'externe, parce qu'aujourd'hui il y a aussi, est-ce que j'ai réellement besoin d'avoir cette ressource à temps plein dans mon équipe? Si oui, j'ai la difficulté à recruter, et ensuite j'ai la difficulté de la garder. Ça, c'est aussi un sujet du fait que les ressources sont pas forcément disponibles. Il faut arriver à recruter quelqu'un, mais ensuite il faut le garder. Et en fait, on se retrouve souvent dans des contextes où, avec Amaury, dans un contexte de client final, on peut se retrouver avec d'autres entreprises qui vont proposer des packages plus intéressants, et au final, des profils intéressants vont bouger régulièrement. Donc pour moi, il y a une vraie difficulté RH dans la capacité à construire une équipe, la faire grandir pour arriver à vraiment délivrer ce qu'on attend d'elle, et la garder à un niveau de vol de croisière, quoi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit notamment avec les RH chez nous pour comment rendre les postes attractifs. Quelque chose de tout bête, mais quand on a publié des postes, on s'est attardé à mettre des intitulés qui soient vraiment percutants. Avant que j'arrive, on était sur des intitulés très génériques qui correspondaient à une classification interne qui est propre au domaine des assurances. Bon, quand on publie un poste en consultant sécurité système d'information, ça donne limite l'impression que c'est une ESN qui recrute pour mettre à disposition de la mutuelle. Donc voilà, c'est quelque chose de bête, c'est de la pure forme, mais en tout cas, ça nous a permis déjà d'afficher une maturité, une compréhension du besoin et une complémentarité des postes. Voilà, donc je pense déjà il y a une vraie démarche purement RH sur comment construire son équipe, la faire grandir et la conserver. Et du coup, sur comment construire son équipe, aujourd'hui, c'est quoi la recette miracle pour arriver à recruter? Alors, on a parlé d'expertise, de soft skills. Finalement, c'est quoi que vous allez rechercher, vous, dans votre équipe? Est-ce que c'est nécessairement des profils pluridisciplinaires? Je crois qu'Amaury, tu me disais quand on préparait, moi, aujourd'hui, je fais pas de la cyber. Du coup, tu fais du management. Finalement, c'est quoi aujourd'hui que vous allez rechercher comme type de compétences? Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de rechercher le mouton à 5 pattes, celui qui sait faire du dev, de l'architecture et de la gouvernance. Non, maintenant, on a la chance d'avoir plusieurs ETP aussi, hein, donc c'est plus facile pour nous. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir différentes personnes avec différentes expertises et de pouvoir les mettre autour de la table. Donc, vraiment, moi, quand je vais chercher quelqu'un, je vais chercher bien sûr une expertise souvent spécifique en sécurité. Mais après, la clé vraiment, c'est est-ce que finalement, dans l'entretien, est-ce que la personne s'intégrera à l'équipe et est-ce qu'on aura envie de travailler avec elle? Globalement, quelqu'un qui se sent bien et qui est motivé dans son travail, il pourra tout apprendre. Donc du coup, effectivement, pour moi, ça va être principalement ce qu'on appelle les soft skills, quoi, mais la capacité à aller à être proactif, capacité à discuter avec les autres et capacité à s'intégrer à l'équipe, extrêmement important. C'est d'autant plus important que nous, on travaille beaucoup à distance, hein. Moi, j'ai globalement une personne dans chaque pays, plus après un pool d'experts, comme je le disais en introduction, à Barcelone. Ces personnes, il ne faut pas qu'elles se sentent esseulées. Et donc, on doit travailler sur cette capacité à travailler ensemble et à s'intégrer, même en étant à distance.
Donc, on veut pas que des numéros 10 dans l'équipe, on veut des gens qui vont être capables d'échanger et de se faire des passes, finalement. C'est Très bonne image. C'est aussi exactement ça. C'est exactement ça. difficulté en plus, élément bonus pour toi. Moi, je crois que tu es dans un vrai environnement international. Qu'est-ce que ça implique dans cette notion de management? Le fait d'avoir différents niveaux, différentes langues, différentes cultures. Je crois que tu travailles beaucoup avec des équipes en Allemagne, à Barcelone. Comment on réussit aujourd'hui à manager plusieurs équipes? Ouais. J'ai vraiment pris une grande claque en arrivant chez Allianz Technologies. Parce qu'avant, j'avais fait surtout du conseil franco-français, donc pour des entreprises françaises, même si parfois les entreprises étaient aussi internationales, mais j'ai pris la claque à différents niveaux. La première, c'est la compréhension de ce que doit être la sécurité, sur l'approche. On a des pays qui sont très pragmatiques. En tout cas, c'est le nom qu'ils donnent à une non-organisation de la sécurité. Il y a des pays qui sont très compliant et il y a des pays un peu entre les deux, dans lequel je mettrais la France, où il y a bien sûr une approche un peu compliant, mais où on cherche l'efficacité quand même. On préfère avoir une sécurité efficace que compliant. Et donc ça a été la première chose pour moi, c'était de comprendre que tout le monde n'avait pas forcément la même vision. Typiquement en Allemagne, c'est très compliant, hein, donc si la règle dit que tu dois appeler le RSSI pour faire une analyse de risque et que tu le fais pas, c'est le problème de l'IT et c'est pas grave. Le RSSI va pas spécialement bouger pour faire changer les choses. Alors qu'en France, on va plutôt avoir tendance à prendre le problème à bras le corps pour voir comment est-ce que le business ou l'IT peut venir nous voir pour qu'on résolve le problème. Le second sujet, c'était bien sûr la culture. J'ai des personnes, j'ai fait le calcul, j'ai 13 nationalités différentes dans mon équipe. Et on n'a pas les mêmes manières de communiquer, très clairement. Et donc ça, c'était aussi quelque chose où j'ai dû clairement déapprendre pour réapprendre sur ma manière de communiquer avec ces équipes pour les onboarder. Donc c'est pas simple, voilà. Et puis après, bien sûr, il y a le pilotage, parce que la personne, je la vois, globalement, je les vois 2 fois par an chacun. Du coup, il faut trouver d'autres mécanismes pour s'assurer que le boulot est fait et qu'on arrive à être harmonisé et efficace. Donc ça, c'est sûr que le côté international n'ajoute pas, ne rend pas le sujet simple, je dirais. D'où le fait que le management, c'est un vrai métier avec du temps dédié pour ça. Et effectivement, on n'est pas que des experts cyber. Il faut pouvoir faire Tout à ça. fait. Marc-André, de ton côté, on l'a évoqué en introduction, tu as des groupes, alors sans peut-être la dimension internationale, mais tu as des équipes avec des profils différents. Aujourd'hui, on présente beaucoup cette notion de management dans la GRC. Comment on arrive à intéresser tout le monde à des sujets de conformité? Comment on parle aujourd'hui de DORA? Il y a pas mal de questions, même si ce n'est pas directement l'ordre du jour, mais comment on parle de DORA aujourd'hui à un pentester ou à quelqu'un qui n'est pas de ce domaine-là? Comment on rend la GRC intéressante pour que tout le monde sache le domaine dans lequel on est? Alors, on lui en parle pas trop. Non, mais par contre, je pense, en tout cas, la démarche qu'on a depuis 1 an et qui fonctionne assez bien, c'est donner un sens stratégique à tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, on a fait pas mal d'audits, des audits de maturité, du pentest, de l'audit de conformité, de l'audit sur l'AD, etc., avec l'objectif de poser un état des lieux le plus précis possible. Cet état des lieux, il a été largement partagé, il a été compris, et surtout, je prends un exemple avec la prod. Aujourd'hui, notre mode de fonctionnement, c'est que globalement, c'est la prod qui est responsable de la prod. Alors quand je dis la prod, c'est la direction des opérations qui fait globalement fonctionner l'IT, d'accord ? Et la cyber, en fait, vient poser un socle de sécurité par-dessus pour confirmer l'intégrité, la confidentialité, etc. du SI. Le fait d'avoir fait tous ces audits et surtout d'avoir expliqué que cette vulne, plus ce défaut de configuration, plus cette mauvaise pratique, plus ça, voilà tout ça mis bout à bout ce que ça donne. Et là, en fait, ils ont vraiment pris conscience de la problématique.
Et derrière, en fait, on parlait de DORA, mais je te donne un exemple de conformité, c'est conformité des comptes, certification et recertification des comptes. Là, on part quand même d'un sujet qui est plutôt un sujet de GRC, sur des principes de gestion de l'identité, gestion des habilitations, je ne fais pas des habilitations n'importe comment, etc. Quand il y a un outil qui est mis en œuvre, mais qui n'est pas forcément poussé jusqu'au bout, dont les procédures ne sont pas forcément connues de tous, ça crée du risque. Et ce risque, en fait, on a réussi à le mettre en lumière par de l'audit technique et par une vulnérabilité qui, du coup, est exploitable. Et ça, en fait, en prenant conscience de ça, on comprend concrètement ce que ça veut dire, que demain, ça pourrait nous faire mal, et qu'en fait, on ne les enquiquine pas avec des procédures et du cadre, pas parce qu'on veut se faire plaisir, mais parce que derrière, ça répond à des enjeux de risque, en fait. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, une démonstration par l'exemple. Ça marche plutôt bien. Et derrière, en fait, ça redonne du sens à ce qu'on fait, en fait. Je pense que c'est vraiment important chaque fois qu'on va vouloir mettre en place quelque chose, l'expliquer, en fait. Pas être dans une posture de c'est imposé, c'est comme ça. Même si c'est réglementaire, il faut comprendre pourquoi le régulateur l'impose, en fait. Le régulateur, il ne se fait pas plaisir avec DORA, il ne se fait pas plaisir avec la LPM ou autre, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Non, il le fait parce que derrière, ça fait des années et des années qu'il y a de la sensibilisation qui ne marche pas forcément, que les éléments qui sont demandés, mais en fait, ils sont cohérents par rapport à, des structures qui sont assez matures. Enfin, quand on met en place, typiquement Dora, on découvre rien de particulier, en fait. On découvre une manière un peu particulière de présenter les choses, mais ils ont rien inventé, en fait. Ils Alors, imposent juste formellement une manière de faire de la sécurité sur des choses. Voilà. Donc, dans une structure qui est mature, globalement, ça fait pas mal. Là où ça peut être un petit peu plus surprenant, c'est quand on n'est pas partiellement, on est partiellement mature. Et derrière, en fait, on voit ça comme une contrainte. Mais en fait, c'est plutôt une opportunité. Alors déjà, pour le RSSI, s'il n'avait pas forcément de moyens, ça peut être une manière d'accélérer un peu les choses. Mais surtout, ça pose un socle, en fait, qui est cohérent. Dora n'a rien inventé. À la fin, on nous demande de patcher et de faire des sauvegardes. Amaury, je te voyais valider sur ce sujet d'avoir finalement une vision assez analytique pour parler de la GRC. Ça reste des grands documents et Dora est assez Ouais. verbeux, mais avec des niveaux assez facilement, on peut le rendre factuel. Je vais revenir un peu à ce que j'ai dit en introduction. C'est le rôle du RSSI, c'est de créer des momentum. Donc, c'est créer de l'attention du senior management pour s'engager dans un projet, dans une stratégie, dans une démarche. Donc, effectivement, on parle souvent des audits comme étant un bon point d'entrée pour créer des momentum. Je pense que ça a été dit, et Dora en est un clairement. Aujourd'hui, notre senior management, il nous dit, ils se lèvent Dora, et ils vivent Dora, et ils se couchent Dora. Donc, on a cet avantage, et nous, tout ce qu'on veut, c'est en profiter pour mettre en place les bons éléments. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a l'attention de toutes les parties, et on est capable d'intégrer Dora dans ce que font au quotidien les équipes opérationnelles, métiers comme IT. Hein. Et donc, on essaye de profiter au maximum. Mais comme tu dis, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Hein. De la résilience, on faisait des tests de DRP. Par contre, voilà, ça nous oblige à plus de rigueur, je dirais, et de s'assurer que tout ce qui est, en tout cas dans le scope Dora, suit bien un processus un peu plus rigide, hein, parce que maintenant, ça devient une obligation légale. Ok, merci pour tous ces éléments hyper intéressants sur le management interne. On a évoqué beaucoup de sujets. Alors, on avait distingué l'interne et de l'externe. Comment manager sa cyber à l'extérieur? Alors, influencer sans pouvoir étant à la responsabilité. On en a peut-être déjà beaucoup parlé. Est-ce que vous avez une anecdote aujourd'hui, peut-être pour finaliser ce sujet? Comment, en tant que manager, vous arrivez à travailler avec ceux qui ne sont pas de l'extérieur? Est-ce que c'est facile? Voilà, une anecdote, un élément particulier sur lequel vous souhaiteriez revenir? Alors, moi, je vais revenir sur un point que j'ai dit précédemment, mais qui, je pense, est essentiel, c'est embarquer la prod avant tout. Enfin, c'est quand même eux qui sont à la manœuvre, c'est eux qui seront source des risques les plus saillants d'un point de vue opérationnel. Enfin, typiquement, les admins domaine, ils sont chez eux. Les admins des tenantes Azure, ils sont chez eux. Donc, voilà, si on prend l'angle
du risque de cyberattaque avancée, compromission profonde du SI, etc., c'est eux qui font embarquer dans la démarche. Donc, et c'est pas une caricature ce que je vais dire, mais c'est une population qui est très technique, qui a envie qui veut le rester, chacun dans son domaine, qui est souvent persuadé qu'ils savent. Et donc, en fait, il faut arriver à challenger ce savoir qui est un savoir de production et qui est pas exhaustif par rapport à aujourd'hui et les problématiques qu'on peut avoir sur l'IT. Donc, il faut être vraiment, en tout cas, le ressenti que j'ai là-dessus et dans mes différentes expériences, c'est qu'il faut être subtil, il faut être diplomate et il faut arriver à les embarquer d'une manière ou d'une autre. Une fois que c'est fait, à la fois les équipes et puis les responsables d'équipe, il y a beaucoup de choses qui peuvent réellement avancer. Parce qu'ils ont un run qui est très conséquent. Une prod, même si une prod très mature, il y a quand même des incidents de prod. Il y a du ticketing. Il y a un run en fait qui est là. Donc, en plus de ce run, ils trouvent du temps pour traiter des sujets ou complexifier le run. C'est-à-dire que mettre en place, on prend un exemple au hasard, le tiering model Microsoft, le fait de le mettre en place, ça veut dire qu'on va quand même casser les pieds aux administrateurs et qu'avant, ils faisaient quelque chose de très simple avec un compte. Demain, ils ne vont plus le faire. Ils vont le faire avec 3 comptes en passant par 2 serveurs de rebond, etc. Donc, tout ça, si on ne leur explique pas, en fait, ça ne peut pas marcher, quoi. Donc, moi, en tout cas, dans le management à l'extérieur de la cyber ou de la sécu, alors, moi, je suis sur un prisme vraiment opérationnel, donc peut-être qu'Amaury aurait une réponse un peu différente, mais moi, aujourd'hui, mon premier client pour que ça marche bien et être sûr qu'on fait la sécurité qu'on veut faire, c'est la production au sens large, quoi. Et après, mon deuxième client, alors je le mets en deuxième parce qu'aujourd'hui, on a pu avancer comme on voulait, mais c'est la direction générale. En fait, la première marche pour arriver à avancer, c'est avoir une direction générale qui a pris conscience du risque stratégique, qui comprend la transformation nécessaire et qui, du coup, va donner les moyens. Sans moyens, de toute façon, on ne pourra pas faire grand-chose. Si le RSSI il est tout seul, qu'il n'a pas de moyens, qu'il n'a pas de moyens pour faire de la prestation, qu'il n'a pas moyen de faire des projets, qu'il n'a pas moyen de transformer l'IT au sens large, ça sera des morceaux de scotch, quoi. Ok, donc la prod pour l'interne. Bon, le côté COMEX, je vois que ça réagit en plus dans le chat, mais on le gardera pour la suite. Amaury, toi, cette question de la cyber, au-delà, quels sont les éléments de réponse que tu aurais? Moi, je dirais, effectivement, on revient au inclusif, quoi. Il faut co-construire nos processus. Moi, j'ai fait face pendant plusieurs années avec des équipes en centrale qui créent des nouveaux processus en disant, voilà, il faut qu'on améliore notre niveau de sécurité, c'est demandé par la régulation avec parfois des interprétations très personnelles. Et donc, très souvent, des réponses qui étaient, on va mettre un nouveau process et un nouvel outil. Et je me suis beaucoup battu pour dire, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt retravailler les processus existants avec les opérationnels pour qu'ils se sentent aussi propriétaires de ces processus de sécurité. Et ça, c'est clé, parce qu'effectivement, on peut mettre des processus de contrôle. On a des processus de contrôle dans les assurances, pas spécifiquement chez Allianz, assez lourd. Mais finalement, co-construire avec les opérationnels, ça amène plus de fluidité et d'acceptation. Et donc, du coup, c'est les embarquer dès le début des projets et des démarches. Alors, est-ce que du coup, c'est ce qu'on appelle la sécurité dans les projets ou le security by design, ce genre d'éléments, ou c'est même plus large que ça? La security by design et sécurité dans les projets est un processus en soi. C'est c'est déjà de se dire comment on va embarquer la sécurité dans les projets, comment on va faire nos contrôles, quels sont les scopes des contrôles que l'on veut réaliser. Comment on va mener une analyse de risque, comment on va assesser nos suppliers, tous ces processus qu'on va mettre en place. Souvent, on le fait dans un coin, on leur dit à partir de moment, procurement, il faut que vous nous disiez tous vos fournisseurs et on va leur envoyer un tableau Excel avec 150 questions. Je rigole, on est plutôt autour de 300. Et ça ne marche pas. Et donc, il faut co-construire avec le procurement, de dire, OK, combien de temps ça prend d'onboarder un supplier? Du coup, qu'est-ce qui est faisable d'un point de vue sécurité? Comment on peut vous onboarder, etc.
Donc c'est ça qu'on travaille. Et là, on bascule du côté compliance vers le côté pragmatique. Et on se retrouve entre les deux et on est bien content. Donc, cette notion-là, si je devais la résumer, je dirais de la compréhension mutuelle. Et alors, nous, on a la vision ici très sécurité, mais pour manager et gérer en dehors de la cyber, c'est comprendre nos interlocuteurs et quels sont leurs besoins et leurs contraintes. Est-ce que Oui, je peux et en fait, résumer si je vais un peu plus loin dans la réponse d'Amaury, je pense qu'il faut arriver à pas se satisfaire de juste faire son boulot. Il faut pas juste dire: «OK, Dora me dit de faire ça, je fais ça», sans y réfléchir, en fait. Il faut enfin, pour que ça marche bien, il faut que ça soit vraiment infusé au sein de toute l'entreprise, notamment de la DSI. Et c'est quelque chose, même si ça fait des années qu'on en parle, et qui est quand même assez nouveau, en fait. On se retrouve, enfin, des populations seniors, bah, en fait, vivent ça vraiment comme un chamboulement dans leur manière de travailler, leur manière de et peuvent voir ça très facilement comme, bah, en fait: «Qu'est-ce que tu viens sur mon périmètre? Pourquoi tu m'imposes ça?» Enfin donc et c'est là on revient à la notion de management. C'est, enfin, pour moi, le manager, en fait, va être là pour, gérer les difficultés. Il va être là pour, trouver une solution intelligente pour, si A et B n'arrivent pas à fonctionner, beh, comment A et B de toute façon sont là, donc il faut fonctionner avec et comment je vais arriver à transformer le truc, présenter les choses différemment, amener A à faire un petit pas vers B et inversement pour que derrière ça marche. Et donc là, je pense que, enfin, aujourd'hui, être sur une fonction de RSSI, bah, ça oblige à Heu, savoir ce qu'il faut faire, mais surtout se gratter la tête pour trouver une manière intelligente de le faire dans son contexte et pas être dans une posture juste, arc-boutiste, voilà, il faut faire ça, on fait comme ça et puis, on pose pas la question, quoi. Parce que je rejoins Amaury, hein, ça ne marchera pas et in fine, ça ne marchera pas et c'est le RSSI qui, in fine, va se mettre, dans une certaine difficulté. Parce qu'au final, il va arriver avec une difficulté de pilotage, une difficulté de mise en œuvre. Donc, on disait tout à l'heure qu'il ne sera pas responsable du risque, mais à un moment, il va être quand même responsable de faire une proposition, de change, d'apporter une vision, de feuille de route, de stratégie, et cetera. Et donc, il va falloir quand même qu'il soit, à la manœuvre, en capacité d'apporter cette transformation pour que le traitement du risque s'installe, en fait. Bon, on a une vision très dure du management de la cyber. Rassurez-moi, messieurs, c'est quand même agréable de manager de la cyber et d'avoir ce genre de position parce qu'on parle beaucoup de difficultés. Il y a des satisfactions quand même autour de tous ces sujets. Ah, enfin, moi, je trouve ça passionnant. C'est, enfin, en tout cas, c'est enfin, le sujet de sécurité, est passionnant et surtout enfin, trouver des manières de l'infuser, au sein d'un environnement, de voir que ça prend petit à petit. Enfin, tout à l'heure, on parlait de comment construire l'équipe, comment la faire grandir, pardon. Bah, ça, je trouve qu'il y a des vraies sources de satisfaction. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'épanouit plutôt d'arriver à voir que, bah, petit à petit, il y a un collectif qui prend, qu'on arrive à être plus efficace, que les gens aussi comprennent les complémentarités de chacun et ils savent petit à petit, faire appel à un ami. Ça, je trouve ça vraiment vraiment intéressant et puis on est dans un domaine qui a le vent en poupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des sujets à construire, on a des moyens, on a une régulation qui nous l'impose. Donc, enfin, voilà, il y a tout le contexte pour vraiment arriver à se transformer. Donc moi, je trouve ça en tout cas vraiment intéressant. C'est très challengeant, et il y a des fois des points où, enfin, je ne sais même pas par quel bout commencer, mais enfin, moi, en tout cas, je trouve ça vraiment épanouissant. Oui, Amaury, je suis en phase, je suis complètement en phase. En fait, il y a beaucoup de sujets. Enfin, moi, typiquement, dans les soft skills, on en parlait, je regarde la capacité à apprendre, la volonté d'apprendre des nouvelles choses. Et je pense que dans la sécurité, mais même juste dans la gouvernance, il y a énormément de choses à apprendre, ne serait-ce que s'intéresser aux autres et comment les autres fonctionnent. Euh, donc, une fois qu'on arrive à comprendre comment l'autre fonctionne et que derrière on arrive à faire marcher et à obtenir un peu ce qu'on veut en matière de sécurité, bah, c'est hyper positif. Et en fait, derrière, quand on y arrive d'un point de vue gouvernance, ça s'infuse aussi sur toutes les autres fonctions. Et ça, on en tire beaucoup de fierté et donc c'est valorisant.
Parfait. Bon, merci pour ce discours un peu positif. J'ai vu qu'il y avait quelques étudiants dans le sondage que j'ai donné au début. Donc, il faut quand même encourager à aller vers ces métiers. Ce que Bien je vous sûr. propose, messieurs, pour finir, alors on avait peut-être prévu un focus sur le lien avec la direction. On risque d'être un peu court en termes de temps pour l'aborder. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, on a eu des questions très spécifiques sur Dora, qui est plus liée à votre secteur d'activité qu'aux thématiques du management. Donc, on peut les laisser de côté. Si parmi les participants, vous avez des questions spécifiques autour de ces sujets du management, n'hésitez pas à poser directement vos questions. Voilà, alors moi je vais me lancer finalement management et direction. Je vais le prendre pour faire un grand focus. On a vu comment gérer l'interne, comment gérer l'externe et la direction. C'est quoi aujourd'hui les attentes d'un manager de la cyber, enfin les attentes de la direction envers le manager de la cyber? Alors, je pense que c'est propre à chaque direction, mais enfin, moi, ce que j'ai pu connaître par le passé, alors qui est moins vrai actuellement, mais c'est une direction qui dit, bon, bah, est-ce qu'on est sécurisé? Donc là, il faut arriver à faire comprendre que c'est pas binaire, qu'on est sur de la maîtrise du risque, que on a beau investir plein de choses, il y aura toujours un risque. Et donc, moi, j'essaie plutôt d'apporter de l'assurance en termes de capacité autour de l'activité, de la continuité d'activité de l'entreprise. En gros, le message, c'est de dire, bah, écoutez, je vous fais une proposition de valeur qui vise à maîtriser les risques. Si on a des incidents, l'objectif, c'est que ces incidents ils ne fassent pas trop mal. Et je pense que ce qui intéresse les dirigeants derrière, c'est globalement, ce truc-là peut nous faire très mal. Est-ce qu'on arrive à mettre en place un dispositif qui, au final, s'il y a un problème, ça ne nous fera pas trop mal. Donc c'est un peu comme ça que j'aborde les choses. Actuellement, j'ai un directeur général qui est issu de la fonction actuarielle et qui a une vision très risque. Donc derrière, voilà, il comprend bien cette philosophie. Et deuxième aspect, il faut arriver à vulgariser et synthétiser. Donc vulgariser parce qu'on va pas commencer à lui raconter la tambouille technique qu'on a mis en place sur tel projet par rapport à tel audit, etc. Et synthétiser parce qu'en fait, il peut y en avoir vite partout. Entre tous les projets, enfin actuellement, on a plus d'une vingtaine de projets, tous sujets confondus, qui sont en cours. Tout ça, en fait, il faut arriver à en faire une synthèse pour derrière donner un état des lieux, montrer que le retour sur investissement, il est là. Ça, c'est aussi une difficulté qu'il y a. Hein. On vous demande des millions, mais derrière, est-ce que ça a servi? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, il y a une vraie. Il faut arriver à développer un discours qui soit synthétique, vulgarisé et qui permette de démontrer la pertinence des investissements. Et ça se matérialise comment le reporting à la direction? C'est quoi? Alors, si on devait retenir un indicateur à remonter, c'est un indicateur de risque, Alors, il y a de budget, c'est quoi? un indicateur qu'on a construit quand je suis arrivé et qu'on suit régulièrement, qu'on appelle l'indicateur de maturité, et qui en fait est composé de différents audits qu'on fait régulièrement. Et dedans, il va y avoir de l'audit technique, donc du pentest interne, du pentest externe. Il va y avoir de la revue de maturité NIST ISO 27002 et plus un aspect réglementaire. Et donc, on ne présente pas dans le détail le résultat. Mais par contre, ce qu'on va présenter, c'est on a validé la méthode de calcul en disant que en fait, ces thématiques-là, moi, ce qui m'importe, c'est que un test interne, on sache surtout détecter. Si on sait tout protéger, c'est bien, mais surtout, il faut qu'on sache détecter. Et donc, une fois qu'on a validé la méthode de calcul, ensuite, on calcule une note régulièrement. Et en fait, c'est cette note en fait, qu'on présente à la direction de manière régulière et qui permet justement de voir qu'en fait, on évolue. Après, il y a plein d'explications dans le détail sur différents sujets, mais au moins la direction a une vision claire, simple de où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Et du coup, derrière, on fait le lien avec les moyens et les budgets qui sont associés. Ok, donc faire valider et suivre plutôt que la valeur. Amaury, de ton point de vue, c'est lien avec la direction? Ouais, au-delà du moyen sur le reporting, je dirais, moi, ce qui a été clé, c'est de leur faire comprendre que les indicateurs, ils seront pas toujours verts. Et ça a été une vraie bataille. Parce qu'on a quand même des cultures assez souvent où les dirigeants, ils veulent des indicateurs bien verts.
Alors, soit c'est les dirigeants qui veulent les indicateurs, soit c'est les opérationnels qui refusent qu'on remonte des indicateurs orange ou rouge. Et donc, c'est pas forcément évident. Il y a un travail à faire là-dessus. Ensuite, moi, dans mes interactions, là, je pense qu'aussi, c'est là où vient un peu la culture. C'est que suivant à qui je m'adresse, je ne vais pas m'adresser avec eux de la même manière. Il y a des pays où on est très dans le relationnel humain. Donc, c'est beaucoup de one-on-one. Je vais les voir dans leur pays. On discute à la machine à café. Il y en a pour qui c'est plutôt il faut que ce soit dans un mail ou il faut que ça passe par un canal officiel pour que ce soit pris en compte. Et donc la clé avec que ce soit tous les DG des branches ou avec le senior management à Munich, c'est de comprendre comment ils veulent qu'on communique et qu'est-ce qui va faire que ça marche et qu'ils vont avoir une écoute. Je pense que pour moi c'est ça l'important. Après le moyen, effectivement, les reporting, il y a plein de littérature là-dessus. Il y a une ISO 27004 qui explique comment faire. Et puis voilà. Donc les moyens, ils sont connus, mais déjà la base, c'est qu'est-ce qu'on veut et comment on veut communiquer. Alors, j'avais une question sur le fait de communiquer sur la dette cyber. Eric, si vous pouvez me compléter, avant que le sujet vous parle directement, Marc-André, Amaury, cette notion de dette cyber, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Peut-être des notions d'obsolescence et de vulnérabilité, comme ça qu'il faut le comprendre. Est-ce que c'est un sujet spécifique important pour vous? Ou on attend des clarifications peut-être d'Eric? Eric est en train de taper. On peut voir, mais déjà, moi, au niveau stratégique, on a un certain nombre d'indicateurs opérationnels, puis on a des tactiques et des stratégiques. Au niveau stratégique, j'ai l'exposition au risque, j'ai la maturité cyber, et le dernier, forcément, je m'en souviens plus. C'est la sécurité opérationnelle. Tout ce qui a trait à la sécurité opérationnelle. Voilà. Et donc, dans la maturité, je traite tout ce qu'on appelle dette cyber. Alors, à moins qu'il y ait une explication autre, qu'effectivement, tout ce qui est legacy, on le traite dans cet indicateur. Et donc, après, qui se décline en beaucoup d'indicateurs. Vous pouvez vous imaginer. Par rapport à la dette, en tout cas, nous, on essaye d'apporter une réponse par rapport à la dette, alors que je vais appeler nette et pas brute. C'est-à-dire que, OK, il y a une vulne, mais concrètement, ça veut dire quoi? Et donc, en fait, là, c'est la démarche un peu de run d'audit qu'on a mis en place, qui nous permet en fait de pouvoir prioriser par rapport aux risques réels sur le SI. Le fait d'avoir un serveur obsolète au fin fond du SI, pas accessible, qui n'est pas stratégique et sur lequel le métier accepte qu'il y ait potentiellement une indisponibilité suite à un bug, un dysfonctionnement, etc. Derrière, la posture qu'on aura, ça ne sera pas de le traiter en priorité. Parce que en fait, on aura un certain nombre d'éléments qui permettent en fait d'accepter ce risque-là. Par contre, avoir une dette technique qui est en lien direct avec un risque qui est critique, confirmé par un audit, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur une analyse documentaire, mais bien sur une preuve technique que c'est exploitable demain par un tiers malveillant. Là, c'est quelque chose qui nous amène à mettre en place un plan d'action. Donc voilà, en tout cas, nous, on essaye de le piloter par le risque réel au travers d'audits qu'on fait régulièrement en interne, en externe. Ok, donc ça appelle peut-être, ça fait rebond à ce que tu évoquais tout à l'heure, le fait de factualiser les éléments. Oui, une vulnérabilité, c'est un problème sur lequel il faut communiquer. Maintenant, il faut peut-être toujours la contextualiser. Oui, parce qu'il y a une démarche de conformité qui serait de se dire qu'il faut tout corriger, avoir aucune vulne, etc. C'est un risque, mais nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est le risque opérationnel, le risque concret, c'est que crée cette vulnérabilité. Et donc derrière, parce que voilà, les SI sans dette, je suis curieux de les voir. Donc il faut apprendre à vivre avec aussi, quoi. Donc ça, c'est aussi un des messages un peu clés qu'on a. Et ça revient à ce que disait Amaury tout à l'heure sur les indicateurs. Sur certains aspects, on ne sera pas ouvert, mais c'est pas grave en fait, parce qu'on sait vous démontrer que le vert, le 100%, il n'est pas atteint, mais on a des éléments de maîtrise et au final, on peut rester comme ça un certain temps.
Parfait. Merci pour ces éléments. Je vois que le temps avance. Il va bientôt être midi. Je vous remercie donc pour votre participation et toutes vos réponses, ces échanges passionnants. Je mets en avant quelques petites actualités de Tenacier. Donc, on sera la semaine prochaine à Lille donc pour le Forum InCyber. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, qui est notre stand B6. J'ai vu qu'il y avait quelques clients parmi les participants. Donc, vous avez les informations dans vos boîtes mail pour notre prochaine masterclass qui aura lieu le 4 avril. Pour les plus lyonnais d'entre vous, on se retrouvera donc au forum d'IMO le 9 avril, sur lequel j'interviendrai sur l'importance justement dans les contextes de certification de pouvoir faire passer ces sujets au-delà du RSSI. Et notre prochain webinar, plus théorique, risque ou conformité, faut-il choisir ? Comment mener de front ces deux visions. Vous retrouvez toutes ces actualités sur notre page LinkedIn. Marc-André, Amaury, merci beaucoup pour tous ces éléments et pour nous avoir éclairé sur ce grand sujet qu'est le management. Je vous souhaite donc une bonne après-midi et à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Merci aux participants. Ouais. Désolé pour les questions auxquelles on n'a pas répondu. Mais... Malheureusement, on n'a pas pu traiter tout. Bonne journée. En tout cas, merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end à tous. Au revoir.